Nous poursuivons donc ces rencontres passionnantes cet après-midi au Havre sur les épaules de géants. On voit plus loin et je salue encore une fois la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui nous rejoint et qui va profiter de cette conférence en compagnie du maire du Havre, Édouard Philippe. C'est donc Roland Lehoucq que nous allons écouter à présent pour une récréation scientifique, cette fois-ci sur le thème de l'effet de serre. Ce matin, on parlait de l'énergie avec vous, Roland. Vous avez 25 minutes, et puis si on a le temps après, un peu de discussion avec la salle. En fin d'après-midi, nous aurons le paléoclimatologue Jean Jouzel qui viendra nous rejoindre pour parler du changement climatique. C'est à vous, Roland. Merci beaucoup, Daniel. Et bonjour à toutes et à tous. Alors donc pour faire une récréation scientifique, donc quelque chose où on va essayer de faire fonctionner son cerveau, mais avec plaisir, de la physique évidemment, pour comprendre, puisque je suis physicien, astrophysicien, et pour comprendre comment fonctionne l'effet de serre. Ça fait un peu une sorte de première partie pour Jean Jouzel, ou une seconde partie pour Louis Baudin qui m'a précédé, pour essayer de comprendre les ressorts physiques, les mécanismes qui sont derrière ce phénomène qui, en première intention, est tout à fait bénéfique. Il permet tout simplement qu'il y ait une température moyenne assez confortable à la surface de la Terre, mais qui est modifiée, on va voir comment, et sous l'effet de quel mécanisme. Alors avant de discuter de cette question d'effet de serre, il faut d'abord commencer par se demander qu'est-ce qui se passe quand un corps reçoit de la lumière. Parce qu'après tout, notre Terre reçoit de la lumière du Soleil, mais plus généralement, on pourrait se poser que se passe-t-il quand un corps reçoit de la lumière. Il peut se passer essentiellement trois choses, dont l'une ne nous préoccupera pas vraiment cette fois-ci, qui s'appelle la réflexion. Là, il y a des lois particulières de réflexion. Ça pourrait être aussi un corps semi-transparent où la lumière passe à travers, on appelle ça la réfraction. Il va nous intéresser plutôt ce qu'on appelle la diffusion, le fait que la lumière qui par exemple frappe mon visage, qui vient de l'environnement, de l'éclairage environnant, va repartir un peu dans toutes les directions, une fraction va aller dans vos yeux et ça permet de me voir. Et puis il y a aussi une dernière partie de cette lumière, il peut lui arriver un troisième destin, c'est qu'elle va être absorbée. Autrement dit, elle va d'une certaine façon disparaître, l'énergie correspondante ne disparaît pas, on va le voir dans un instant, mais la lumière va disparaître parce que le corps, parce qu'il est sombre par exemple, eh bien, va absorber la lumière. C'est ce qui est le cas, par exemple, entre cette table sombre et puis ce petit bitonio ou les chaises blanches qui sont ici. On voit bien que ces chaises diffusent beaucoup plus la lumière environnante que cette table qui est beaucoup plus sombre. Alors, comme l'énergie en physique, c'est une quantité qui est conservée, il y en a toujours autant avant qu'après, il n'y a pas d'énergie magique, elle est toujours conservée, il y en a toujours autant avant qu'après. Et si c'est de la lumière qui arrive, elle peut être donc réfléchie, ça compte pas vraiment, diffusée essentiellement, et puis éventuellement absorbée. Et la somme de ces trois choses, ça doit faire 100%. Il y en a autant avant qu'après. Et finalement, il y a un élément, un petit élément de vocabulaire qu'on appelle albédo, la quantité de lumière qui repart d'une certaine façon, disons diffusée. On appelle ça l'albédo, la fraction de lumière qui est diffusée. Par exemple, l'albédo de la Terre, c'est à peu près 30%, ce qui signifie que s'il y a 100% de lumière solaire qui frappe la Terre, 30% repart dans l'espace directement, diffusé essentiellement par les nuages ou par les calottes polaires par exemple. Et une autre partie va être, le reste, 70%, va être absorbé. Alors on peut évidemment donner quelques éléments extrêmes, hein, si on prend un miroir. Bon, alors le miroir est réfléchissant, idéalement presque totalement réfléchissant. Quelque chose de très blanc comme la neige ou la glace, alors son albédo va être 100%, pratiquement 95%, 90%, va beaucoup diffuser la lumière et peut l'absorber. Alors quelque chose qui est très sombre, par exemple du noir de fumée, du carbone sombre, du charbon par exemple, va beaucoup absorber la lumière et aura une absorption de presque 100%. Alors regardez un effet d'albédo sur cette image extrêmement étonnante, une feuille morte, sombre, posée sur de la glace, éclairée par le soleil et qui a chauffé un peu plus que la glace, même sensiblement plus que la glace, puisqu'elle a un albédo qui est bien inférieur. Elle ne va pratiquement rien diffuser et pratiquement tout absorber la lumière visible qui la frappe. Elle va être un peu plus chaude et donc elle va s'enfoncer elle va faire fondre sous elle la glace et creuser un trou exactement identique à sa forme et s'enfoncer lentement dans la couche de neige. Donc première chose, la lumière, elle peut être diffusée, on va dire essentiellement diffusée ou absorbée. Et quand elle est absorbée, la lumière disparaît, mais qu'est-ce qui arrive à l'énergie en question? Eh bien, ça va chauffer le corps. Cette lumière ne disparaît pas. L'énergie correspondante, si la lumière disparaît, l'énergie, elle, non. Et le corps va être chauffé, c'est ce qu'on constate ici, chauffé. Et donc, il va se passer quelque chose puisque ce corps chauffe. Il ne va pas chauffer indéfiniment. Alors, deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un corps chaud rayonne de la lumière. Alors, quand il est
sensiblement chaud. Si on prend de la lave, par exemple, ou un fer porté au feu, 800 degrés, 900 degrés, plus de 1000 degrés, même pour certaines laves, eh bien, on a un corps qui devient brillant à nos yeux et essentiellement rougeâtre, voire jaunâtre, et éventuellement, comme on dit, chauffé à blanc. Un morceau de métal qui atteint 1500, 1600 degrés Celsius commence à devenir blanchâtre. C'est le cas aussi des ampoules à incandescence, maintenant qu'on n'utilise presque plus, mais des ampoules à incandescence qui étaient un filament de métal parcouru par un courant électrique qui chauffait le passage du courant chauffait le métal à une température telle qu'il devenait brillant en lumière visible et permettait d'être éclairé. Donc les corps chauds rayonnent et tout corps chaud rayonne. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 degrés pour rayonner. 1000 degrés, c'est rayonner en lumière visible, sous-entendu visible à nos yeux d'humains. Alors il y a deux lois qui sont importantes pour le rayonnement, qui ont été établies au XIXe siècle. La première, c'est que plus un corps est chaud, plus il est lumineux. Et il y a même une règle, 2 fois plus chaud, 16 fois plus lumineux, ça va très très vite. Donc si on prenait le Soleil, température à peu près 6000 degrés, si on prenait une étoile 2 fois plus chaude que le Soleil, il y en a, eh bien elle serait 16 fois plus lumineuse, toute chose égale par ailleurs, 16 fois plus lumineuse. Et puis autre chose qui est important dans le rayonnement des corps, c'est qu'un corps chaud rayonne, mais il va rayonner d'autant plus bleu, alors en physique on dit vers les courtes longueurs d'onde, bleu ou violet, d'autant plus bleu que ce corps est chaud. Ce qui veut dire que quand on a chauffé des objets, un métal porté au feu, par exemple à 1000 degrés, eh bien ce corps va être rouge jaunâtre. S'il était plus chaud encore, il apparaîtrait blanchâtre parce qu'il émettrait cette fois-ci des lumières qui correspondent au bleu. En plus du rouge et du jaune, il nous apparaîtrait comme un mélange de couleurs, comme l'arc-en-ciel finalement blanchâtre. Et ce qui signifie aussi que vous êtes lumineux, contrairement aux apparences, vous êtes lumineux, brillant, même si j'ose dire, nous avons une brillante assemblée, mais simplement, ça n'est pas brillant à mes yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, si cette salle était entièrement fermée et sombre, dans le noir complet, je ne vous verrais pas, parce qu'aucune source de lumière ne vous éclaire, et aucune lumière n'est diffusée par votre peau, et donc mes yeux, sensibles à la lumière visible, ne voient rien. En revanche, si je vous regarde en lumière infrarouge, alors là, je constaterai que vous êtes brillant, vous êtes des sources de lumière, des ampoules, on pourrait dire, de lumière en lumière infrarouge. Et même mieux, s'il s'agissait de détecter si, par exemple, quelqu'un dans cette pièce a la fièvre, je pourrais regarder la personne qui est la plus brillante, au sens la plus chaude, et je détecterai que cette personne peut-être a la fièvre. Donc on a ces deux lois qui nous permettent de comprendre que la lumière absorbée par un objet éclairé va le chauffer et que ce corps va rayonner de la lumière pour rendre finalement l'énergie qu'il a reçue. Simplement, il est fort possible, il est même en général, c'est même sa situation générale, que ce corps rende une lumière de nature différente au sens il reçoit de la lumière visible, par exemple celle du Soleil, il renvoie de la lumière dans une autre gamme de longueur d'onde. Il n'est pas assez chaud pour rayonner en lumière visible, il va rayonner en lumière infrarouge. Et c'est comme ça que si on prend un objet, par exemple une plaque de métal sombre que l'on place au soleil et que sa température initiale était par exemple de 20 degrés Celsius, on va voir la température augmenter en fonction du temps jusqu'à atteindre une valeur limite, un nouvel équilibre. Au départ, cette plaque était à l'ombre, elle avait la température ambiante de l'air, peut-être donc 20 degrés Celsius. Je la mets au soleil, j'attends un certain temps et la température augmente régulièrement jusqu'à atteindre ce plateau, cette température d'équilibre. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette température d'équilibre? Ben simplement, ce corps absorbe une partie du rayonnement qui le frappe, ce rayonnement absorbé le chauffe, il rayonne d'autant plus qu'il est chaud, et il va chauffer jusqu'à ce qu'il rayonne autant qu'il reçoive. À ce moment-là, son, si j'ose dire, compte en banque énergétique est assuré, est équilibré, il reçoit autant qu'il rend, et il se trouve à l'équilibre. Il y a une phase où il reçoit plus qu'il rayonne, et il y a une phase où il reçoit autant, où il rayonne autant qu'il reçoit. Et c'est un état d'équilibre radiatif, c'est-à-dire un état d'équilibre qui est dû à l'influence du rayonnement extérieur, de la lumière extérieure qui frappe ce corps. Et donc, on a une situation où maintenant on comprend les choses. Simplement, le corps, on ne le voit pas chaud, on le touche chaud. Si on mettait une feuille blanche et une feuille sombre, des feuilles de canson, par exemple, sombres et blanches, à la lumière du soleil, en les touchant, on se rendrait bien compte que l'une est plus chaude que l'autre, mais à l'œil, il n'y a aucune différence. En revanche, si, la blanche est brillante, et la sombre est noire et opaque et absorbe la lumière du soleil. Si on les regardait en lumière infrarouge, on verrait exactement l'inverse. Celle qui diffuse la lumière le plus absorbe le moins
apparaîtrait comme la plus froide, et donc la moins brillante en lumière infrarouge. Celle qui absorbe le plus et diffuse le moins apparaîtrait comme la plus chaude, et donc la plus brillante en lumière infrarouge. On aurait l'exactement inverse en regardant dans cette gamme de lumière. Alors on peut s'amuser avec ce petit raisonnement-là, à dire les planètes, finalement, ce sont des corps en orbite autour du Soleil à différentes distances, qui sont éclairés par le Soleil, et ces planètes reçoivent le rayonnement du Soleil, et en reçoivent d'autant plus qu'elles sont proches. Ça paraît assez naturel. Évidemment, il y a même eu des lois qui régissent ce flux-là. Proche du Soleil, on reçoit plus de lumière. Loin du Soleil, on reçoit moins de lumière. Pensez par exemple à une bougie que vous tenez près de vous, qui peut vous éclairer localement, mais si vous la mettez à quelques mètres, et sans parler de centaines de mètres, évidemment, elle n'éclaire plus rien du tout. Donc les planètes reçoivent de la lumière du Soleil, d'autant moins qu'elles sont lointaines. Et on peut s'intéresser, en faisant les planètes comme des sphères qui absorbent plus ou moins la lumière du Soleil, et ça on sait mesurer l'albédo, dont je parlais tout à l'heure, l'albédo des planètes, on peut essayer de calculer quelle devrait être leur température d'équilibre, au même rythme, au même sens que cette température d'équilibre d'une plaque froidement posée, si j'ose dire, sous la lumière du Soleil. Alors, ce sont les points bleus de ce diagramme. Alors, ce diagramme, il y a horizontalement indiqué la distance de la planète dans une unité qui s'appelle l'unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc, la Terre est à une unité astronomique, Mars est à 1,6, Jupiter un peu plus que 5, etc. Et verticalement, j'ai indiqué en degrés Celsius pour la lisibilité pour vous, mais on peut calculer la température d'équilibre de la planète si on fait un calcul un peu brutal en disant c'est éclairé par le Soleil, plus je suis loin, moins je reçois, je connais l'albédo des planètes, température d'équilibre. Et ça, ce calcul se fait à un niveau universitaire élémentaire. Enfin, élémentaire, il faut être en deuxième ou troisième année, peut-être en troisième année d'université pour faire ce genre de petits calculs. On a les points bleus de ce diagramme. Et on voit qu'effectivement, les planètes les plus proches sont aussi les plus chaudes selon ce calcul. Et c'est plus on est loin, jusqu'à Neptune, 8e planète du système solaire, il fait plus froid sur Neptune que sur la Terre ou que sur Mercure. Et puis ensuite, on peut aussi faire cette mesure. On sait observer ces planètes. On vient de voir d'ailleurs les dernières images du JWST qui montrent la planète Neptune, des photos, des images spectaculaires de la planète Neptune. On sait mesurer très précisément la température de ces planètes. Et puis on compare au calcul, on voit si on s'est trompé ou pas. Ce sont les points verts. Alors on constate qu'il y a pas mal de points verts où ça se passe assez bien. On a l'impression d'avoir compris l'idée, quoi. On se dit, j'ai fait un calcul théorique, je compare au réel, c'est pas mal, ça marche bien. Il y a bien quelques petits écarts, mais ça marche plutôt pas mal. Et puis il y a deux planètes, franchement, c'est n'importe quoi. Vénus, c'est carnaval, et la Terre, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu faire comme erreur? Où est le problème? Et la question qu'on peut se poser, quel est le point commun entre Vénus et la Terre pour expliquer, pour essayer de rendre compte du fait qu'il y a cette si grande différence entre le calcul, la théorie et l'observation? Eh bien, c'est tout simplement qu'elles ont une atmosphère. Ces deux planètes sont dotées d'une atmosphère dense. Vénus bien plus encore que celle de la Terre. Ce qui fait que la température d'équilibre de Vénus est à 450 degrés Celsius. Au sol, pression atmosphérique au sol de Vénus 90 fois celle de notre atmosphère. Et puis la Terre, la température moyenne, au lieu d'être moins 19 degrés Celsius, elle est plutôt de 15 degrés Celsius. Et à quoi est-ce dû? Pourquoi une atmosphère change les choses? Donc cette atmosphère est très importante, elle va modifier l'équilibre radiatif dont on a discuté tout à l'heure. Ce n'est pas un équilibre dont on tient compte simplement du rayonnement et de la façon dont le corps absorbe ou diffuse la lumière, mais on doit tenir compte aussi du fait qu'il a une atmosphère et qu'elle va changer quelque chose. Alors, voici un tableau un peu intimidant, mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'atmosphère contient plusieurs gaz, dont les deux principaux sont le diazote et le dioxygène. Le dioxygène, c'est celui que nous respirons, qui nous est bien utile pour perdurer dans notre être. Le diazote, il est là comme, comme matelas, juste pour remplir, si j'ose dire. Et puis, il y a d'autres gaz dont les concentrations sont beaucoup plus faibles, l'argon et le dioxyde de carbone, le CO2, dont on va reparler, dont vous avez dû entendre Louis Baudin parler. Ces gaz, ils ont un comportement différent selon la lumière qui les éclaire. Ils sont tous transparents à la lumière visible. Bon, ça, c'est facile à constater. À travers l'air de la Terre, nous voyons le Soleil, nous voyons la Lune, nous voyons les étoiles. En revanche, plus difficile à constater avec nos yeux, il y a des gaz qui sont, dans une atmosphère sèche, le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont opaques à la lumière infrarouge. Alors pourquoi je m'intéresse à la lumière infrarouge? Parce que cette lumière du Soleil qui frappe la Terre va
être pour partie absorbée par le sol, un peu plus dans les régions sombres, un peu moins dans les régions blanches, dans les couvertures polaires ou les zones couvertes de glace ou de neige. Mais la lumière du soleil sera absorbée par la Terre et donc voilà chauffer. Cette Terre va donc rayonner de la lumière infrarouge qui ne s'échappe pas comme ça parce que la Terre est couverte de cette atmosphère opaque à la lumière infrarouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va changer les choses? On va prendre un petit modèle extrêmement simple qui n'a pas vocation à être compris comme le détail de ce qui se passe, mais juste pour essayer de se mettre en tête un mécanisme, une chose qui permet de comprendre. Mais, je le redis, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe en pratique. On fera le bilan complet juste après. Donc, j'ai fait un modèle très simple. J'ai pris un sol très sombre qui absorbe tout ce qui lui tombe dessus. Comme ça, c'est pas compliqué. Il a un albédo 0. Il absorbe 100%. Et puis j'ai réduit l'atmosphère, vous voyez, à cette fine couche bleue pour simplifier la vie. En pratique, l'atmosphère, c'est pas une fine couche, ça fait une quinzaine de kilomètres d'épaisseur pour la partie principale et on trouve de l'air jusqu'à la station internationale. Il y a encore des résidus atmosphériques jusqu'à 800 km d'altitude même. Bon, je l'ai simplifié par cette couche bleue. Cette couche bleue atmosphérique, elle a une propriété particulière, elle est transparente à la lumière visible, a-t-on dit, et opaque à la lumière infrarouge. Alors imaginons que des rayons lumineux frappent le ciel, et j'appelle 100 les rayons qui frappent 100, et j'ai même une unité des watts par mètre carré, c'est une unité de puissance, chaque mètre carré touche 100 watts. La réalité, c'est que c'est plutôt 340 watts pour la Terre réelle, j'ai mis 100 pour fixer les idées, ça permettra de faire des calculs, si j'ose dire, on va faire un petit calcul mental simple. 100 frappent le sol, ils sont intégralement absorbés, parfait, le sol chauffe et rayonne. Combien est-ce qu'il rayonne? À l'équilibre, autant qu'il a reçu. Donc le sol doit rayonner 100 en lumière infrarouge. Mais cette lumière infrarouge, elle ne sort pas. Elle est absorbée par l'atmosphère. Donc les 100 de lumière infrarouge qui partent du sol sont bloqués par l'atmosphère. À l'équilibre, elle chauffe. Elle va donc rayonner combien? 100, autant qu'elle reçoit. Et comment elle les rayonne? En première approximation, très simple, et juste pour jouer avec cette idée, 50 vers le haut, 50 vers le bas. Ah oui, du coup, le sol, il reçoit 50, qu'il absorbe, qu'il le chauffe, il se met à l'équilibre, il renvoie 50 vers le haut. L'atmosphère les absorbe, c'est encore une fois de la lumière infrarouge. 25 vers le haut, 25 vers le bas. Donc encore une fois, j'insiste, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. La lumière ne fait pas des allers-retours comme ça, on est bien d'accord. Mais c'est pour montrer que finalement, parce que la Terre, la surface est entourée par quelque chose qui est opaque à la lumière infrarouge, ça va changer la façon dont son équilibre va se décider. C'est pas je reçois 100. Je reçois 100 plus des choses. Plus des choses, on peut le poursuivre comme ça à l'infini. Alors, je livre ça à titre d'exercice pour les étudiants qui sont peut-être sans doute en terminale, un exercice de mathématiques. Quelle puissance s'échappe vers l'espace? Toutes les flèches qui pointent vers le haut, il faut les additionner. 50, plus la moitié de 50, plus la moitié de la moitié, plus la moitié de la moitié de la moitié, etc. 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, etc., jusqu'à l'infini, ça fait 2. Donc, vers le sol, vers l'espace, 100 watts par mètre carré s'échappent. Super, du point de vue de l'extérieur, la Terre reçoit 100, elle rayonne 100, elle reçoit 100 de lumière visible, elle rend 100 en lumière infrarouge. Du point de vue du sol, qu'est-ce qui se passe du point de vue du sol? C'est mon petit calcul un peu effrayant. Le sol, toutes les flèches qui pointent vers le sol, il faut les sommer, toutes les flèches qui pointent vers le sol. Il reçoit les 100 de lumière visible, plus 50 qui viennent de l'atmosphère, plus 25, etc. J'additionne tout ça et j'obtiens 200 watts par mètre carré. Donc le bilan final, le bilan énergétique final à l'équilibre, c'est pas du tout la Terre reçoit 100 et rend 100, ce qui serait le cas s'il n'y avait pas d'atmosphère ou pas d'atmosphère opaque à la lumière infrarouge. C'est la Terre globalement reçoit 100, mais le sol reçoit 200, les 100 de la lumière, et puis une partie qui vient de l'atmosphère qui est opaque à la lumière infrarouge, qui elle-même rend une partie vers le haut, une partie vers le bas. Et donc on a un bilan qui est tout à fait différent, qui s'établit tout à fait différemment, qui peut s'établir, ça c'est pas une fraction de seconde bien sûr que ce bilan se fait, mais au final on comprend que parce qu'il y a une atmosphère opaque au rayonnement infrarouge, le sol est plus chaud qu'il ne serait sans cette atmosphère. Et comme je le disais, dans le cas de la Terre, cette différence est tout à fait considérable. Pensez donc que s'il n'y avait pas d'atmosphère, en tout cas pas d'atmosphère opaque à la lumière infrarouge, la température moyenne de la Terre serait moins 18 degrés Celsius, donc des températures extrêmement basses qui mettraient la Terre dans un état complètement gelé sur l'intégralité de sa surface. C'est presque arrivé à 2 épisodes qu'on appelle cryogéniens dans l'histoire de la Terre.
il y a à peu près 700 millions d'années, où la Terre était presque entièrement recouverte de glace, pour des raisons essentiellement dues au fait que l'atmosphère était à cette époque, pour des raisons géochimiques, d'interaction, de la façon dont les continents étaient organisés, beaucoup plus pauvre en gaz carbonique, en gaz à effet de serre, puisque cet effet réchauffant, on l'appelle effet de serre, en gaz à effet de serre beaucoup plus pauvre qu'elle ne l'est maintenant. Là, les différentes composantes de l'atmosphère, tout à l'heure je n'ai pas mis l'eau, je parlais d'atmosphère sèche, il y a aussi de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. L'essentiel de l'effet de serre atmosphérique est dû à la vapeur d'eau, mais remarquez que le gaz carbonique, alors qu'il ne représente que 0,04% de la composition atmosphérique terrestre, elle représente plus du quart de l'effet de serre. Et ces variations, les variations du gaz carbonique, le fait que l'humanité, en consommant des combustibles fossiles, en les brûlant, elle transforme du carbone, qui sont ces combustibles, que ce soit du pétrole, du charbon ou du gaz fossile, elle les transforme en gaz carbonique, et que ce gaz carbonique s'accumule pour partie seulement dans l'atmosphère, une fraction, à peu près 40% du gaz carbonique émis par l'humanité s'accumule dans l'atmosphère, les autres sont dissous dans les océans, par exemple, ou mangés par les plantes. Voilà, de puits de carbone, comme on dit. Une partie de ce gaz carbonique s'accumule dans l'atmosphère et modifie l'équilibre radiatif de la Terre. La Terre était, disons, il y a longtemps, avant l'ère industrielle, avant l'utilisation massive des combustibles fossiles, la Terre était à un certain équilibre radiatif, comme notre plaque initiale. Elle était chauffée par le Soleil et à l'équilibre. Modifier, cette fois-ci, la composition atmosphérique a modifié cet équilibre. Et on est en train de transiter d'un état, appelons-le froid, vers un état plus chaud, dû au fait qu'on a modifié l'équilibre radiatif. On est en train de transiter d'un ancien état d'équilibre où la température moyenne était un peu moins que 15 degrés Celsius vers un nouvel état d'équilibre où la température moyenne sera, point d'interrogation. Pour l'instant, c'est plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, chaque tonne de CO2 ajoutée, je rappelle que chaque année, l'humanité émet à peu près 38 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, il y a aussi le méthane qui compte pas mal, le méthane qui est le gaz naturel, donc les fuites dans les tuyaux de gaz, toutes les zones qui pourrissent, toutes les zones qui sont les rizières par exemple, qui sont des zones un peu marécageuses, les vaches, les bovins en général, qui sont des émetteurs de méthane, tout un tas de sources de méthane font qu'il y a d'autres gaz à effet de serre en plus du CO2 qui sont émis et qui comptent pour quelque chose. Et le méthane, c'est la partie orange qui est là-bas, ça représente quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable non plus. Et donc, on est en train de modifier l'équilibre radiatif de la Terre qui transite vers un nouvel état d'équilibre qu'elle atteindra dans un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud, au bout d'un certain temps, qu'on peut chiffrer à quelques dizaines d'années, et qui sera cet état d'équilibre, cette nouvelle température d'équilibre, dépendante de la quantité de gaz carbonique, et plus généralement de gaz à effet de serre, qui auront été mis dans l'atmosphère. Sachant qu'il y en a déjà dans l'atmosphère, donc même si on arrêtait instantanément nos émissions de gaz, le gaz carbonique déjà présent dans l'atmosphère aboutirait à une certaine élévation de température. Voilà un petit diagramme qui montre horizontalement l'année, verticalement la concentration en gaz carbonique en parties par million. Donc quand il y a écrit par exemple 350 parties par million, ça veut dire 0,035% de gaz carbonique dans l'atmosphère. Quand il y a écrit 400 parties par million, ça veut dire 0,04%. Et on voit très très bien une tendance de croissance de cette quantité de gaz carbonique, cette fraction de gaz carbonique dans l'atmosphère, une tendance à la hausse très claire, et puis des oscillations qui sont des oscillations saisonnières, tout simplement, on va dire été-hiver. Hein. Les plantes, elles mangent du CO2 et elles poussent pendant l'été, et elles mangent moins de CO2 et elles poussent moins pendant l'hiver, hein, pour dire les choses un peu rapidement, et on voit ces oscillations saisonnières auxquelles se superpose une tendance à longue échéance qui est typiquement d'oscillation. Alors moi je suis né à peu près vers 320 ppm, on en est à 420 ppm. Et puis voilà, la COP 1 était là, la COP 21 de Paris était là. Et vous voyez donc, en 25 ans, ça a augmenté de manière tout à fait sensible, tout à fait mesurable. Et même le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC, nous dit que les valeurs de gaz carbonique mesurées actuellement dans l'atmosphère sont les plus hautes, parce qu'on a des archives climatiques qui nous permettent de déterminer ce contenu en gaz carbonique sur presque 1 million d'années, plus d'1 million d'années avant le présent. Eh bien, c'est les plus hautes depuis 2 millions d'années. Donc
Donc on est en train en quelques centaines d'années, une centaine d'années typiquement, depuis le début de l'ère industrielle, mettons 150 ans, on a mis dans l'atmosphère une quantité de gaz carbonique qui écrabouille toutes les valeurs qui étaient présentes dans l'atmosphère de la Terre depuis 2 millions d'années. Et puis pour conclure, juste ce petit diagramme aussi issu du dernier rapport du GIEC qui montre, alors à gauche en grisé, l'élévation de température avec sa barre d'erreur, l'élévation de température actuelle par rapport à l'ère pré-industrielle qui est à peu près 1,1 degré Celsius. Au milieu, décomposer les différentes sources. Alors l'influence humaine totale, c'est 1,1 degré, donc l'intégralité, le dernier rapport du GIEC est très clair là-dessus, il y a maintenant sans ambiguïté, l'intégralité du réchauffement climatique est imputable à l'activité humaine. Une partie en bleu, en rouge, excusez-moi, très haute, qui est due aux gaz à effet de serre d'émissions humaines, une partie en bleu, en négatif, il y a aussi des émissions humaines qui viennent d'une certaine façon modérer la hausse de température et qui viennent les deux à la fois se soldent par cette hausse de 1,1 degré. Et puis enfin, derrière, ventilés selon différentes sources, les deux plus grandes barres rouges que l'on voit à gauche, correspondant respectivement au dioxyde de carbone et au méthane, donc les deux principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines et de leurs troupeaux et de toutes leurs activités agricoles et industrielles, etc. Donc voilà un peu la physique du réchauffement climatique. Voilà, c'est pour poser les bases physiques du réchauffement climatique. Comment ça marche? Nous avons, par notre action sur la planète, de transformation du monde, utilisant majoritairement des combustibles fossiles, nous avons injecté dans l'atmosphère des quantités si considérables de gaz carbonique que nous avons brisé l'équilibre radiatif de la Terre, qui transite vers un nouvel état d'équilibre. Donc la Terre, elle roule, elle va trouver un nouvel équilibre, il se passera autre chose, mais que ce nouvel état d'équilibre sera plus chaud, il sera plus chaud dépendant de la quantité de gaz à effet de serre que nous avons déjà émis, mais ça, il n'y a plus à discuter, c'est déjà fait, mais dépendant de celle que nous émettrons dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire chaque tonne compte, chaque tonne limite le réchauffement climatique, parce que ce gaz carbonique va résider dans l'atmosphère des centaines d'années et peut-être même 1000 ans. Pile à l'heure. Ouais. Je t'ai arrivé, je t'ai senti arriver. Ouais, ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, pile à l'heure, on a une petite dizaine de minutes pour les questions. Manifestez-vous et on vous apporte le micro. Je vois déjà une main qui se lève, j'en vois une deuxième, qui dit mieux, et les micros sont en marche. Voilà, le micro arrive. Bonjour monsieur. Bonjour, on a vu la contribution positive du CO2 au réchauffement. Par contre, j'ai noté dans vos slides que le dioxyde de soufre avait un effet négatif. Par quel mécanisme? C'est essentiellement, pour ce que j'en comprends, c'est que c'est la diffusion de la lumière. Ça limite le flux rayonné, le flux solaire qui arrive au sol. Et donc, on pourrait, certains d'ailleurs l'imaginent, de dire, après tout, on n'a qu'à faire mettre dans la haute atmosphère des petites particules qui vont diffuser la lumière, empêcher qu'elle arrive au sol, autrement dit, augmenter l'albédo de la Terre. D'ailleurs, cette chose se produit quand il y a les éruptions volcaniques, par exemple les fameuses éruptions du Pinatubo en 1992. Elle a éjecté des quantités considérables de poussière dans l'atmosphère de la Terre et a provoqué ce qu'en d'autres temps, on aurait appelé un hiver nucléaire. Bon, c'était pas nucléaire, c'était pas vraiment un hiver, mais en tout cas une baisse de la température moyenne de la Terre dans les 2 années qui ont suivi l'éruption, le temps que les poussières se redéposent, à peu près un demi-degré pendant cette période. Donc, ça joue une sorte d'effet parasol, en fait, ces particules dire, dans l'atmosphère. Alors, l'effet parasol serait plutôt l'effet je suis à l'ombre. Ouais. Là, c'est je diffuse la lumière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être à l'ombre, mais l'essentiel, c'est qu'il y a moins de flux lumineux qui arrive au sol, et donc moins qui est absorbable par le sol. Il faut se méfier. Vous avez dit, ça a été envisagé, même des prix Nobel l'ont envisagé, utiliser ces particules, c'est-à-dire diffuser des particules de soufre dans l'atmosphère. On appelle ça la géo-ingénierie, et pour ce que j'en comprends, nos collègues climatologues ne sont pas très très favorables à ce genre d'option. Il y aurait une sorte de réponse technique à un problème qui lui-même pourrait engendrer d'autres problèmes non maîtrisés, parce que évidemment, là j'ai fait une vision très simplifiée, en plus simplifiée par un astrophysicien, donc même pas un expert officiel d'une certaine façon, pas un climatologue, et pour dire, d'abord il y a des subtilités sur lesquelles j'ai passé, mais pour dire que le système atmosphère
et singulièrement pas que l'atmosphère, c'est aussi l'atmosphère et son interaction avec toutes les autres sphères, la cryosphère, la partie d'eau solide, l'hydrosphère, les océans, et la biosphère, eh bien, ces interactions-là sont extraordinairement complexes. Et quand on essaie de toucher quelque chose de complexe, en général, c'est assez facile de mettre le bazar ou de croire qu'on fait le bien, alors qu'à la fin, ailleurs, il se passe un problème. Donc les climatologues sont très sceptiques, pour dire le moins, sur ces tentatives. Peut-être d'ailleurs l'occasion avec Jean Jouzel, peut-être avec Jean Jouzel d'en parler. Bien sûr, lui, il est certainement question. bien plus au courant que moi sur ces questions. Allez, d'autres questions dans la salle. J'avais vu des mains se lever par là, je crois. Non, ouais, j'en vois une en tout cas. J'en vois une autre ici. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à être astrophysicien. Pas mal. C'est une question qui revient une beaucoup. Classique. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Alors, je ne parle que de mon cas personnel. Eh bien, ce qui m'a poussé à être astrophysicien, l'envie de connaître les astres, c'est vers 9 ou 10 ans, dans l'Aveyron, en étant stupéfait par un beau ciel nocturne de l'Aveyron, à l'époque où j'étais petit, donc il y a quand même déjà un certain temps, et où il y avait une pollution lumineuse moins importante, parce que les pollutions lumineuses au sens les lumières des villes, des voitures, même des villages, dans la simple lampadaire au-dessus d'une maison, même de village, vous perturbe considérablement dans l'observation du ciel. Et je me rappelle avoir été tombé en stupéfaction devant un ciel comme ça. J'avais déjà un certain goût pour les sciences, mais j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une petite lunette. Et puis ensuite, bon, écoutez, je ne peux pas vous dire, ça s'est bien passé pour moi à l'école, et j'ai pu être astrophysicien, ce qui n'est pas non plus, c'est pas j'ai envie et je peux. Il faut se donner les moyens, certainement. Il faut aussi avoir la chance d'un certain nombre de rencontres. Et puis, il faut avoir aussi la chance d'avoir un poste. Enfin, voilà, il y a toute une sorte de conditions. Mais enfin, mon initialisation, c'était franchement cet émerveillement devant un ciel nocturne aveyronné. Vraiment? Vous n'êtes pas en train de non, broder une belle histoire? Il y a vraiment un déclic avec... c'est la ça. pomme de Newton, vous, c'est votre ciel étoilé. Enfin, c'est pas un déclic en un jour, mais c'est pas genre le jour, et puis le lendemain, je le sais, et la veille, je le savais pas. Je peux pas dire ça, mais je me rappelle très clairement avoir eu un été où j'ai dit, mais le ciel, c'est vraiment incroyable, et avoir tanné mes parents pour qu'ils m'achètent quelque chose pour regarder le ciel. Et dans votre cas, il y a aussi un autre élément, je ne sais pas à quel point il a joué, mais vous êtes un fan de science-fiction, vous adorez ça. Alors là, c'est arrivé plus tard. Et vous liez ça à la physique. Ça, c'est arrivé plus tard, c'est-à-dire que j'ai d'abord aimé les sciences avant d'aimer la science-fiction, mais après, mon père était aussi un grand lecteur de science-fiction, donc j'ai pu naturellement, assez facilement piocher dans la bibliothèque paternelle, et... j'ai dit, j'avais, je sais pas, 12 ou 13 ans, j'ai dit, c'est ça que je veux lire, c'est fini les petits Mickey, si j'ose dire, ça m'intéresse. Voilà la littérature qui me plaît, parce qu'il y a des éléments de science, et des éléments de merveilleux, incontestablement aussi. La science-fiction, c'est appelé, en France en tout cas, parce que la science-fiction, c'est une littérature qui est née en Europe en général, et singulièrement en France, c'est appelé le merveilleux scientifique, donc il y avait cet aspect-là aussi très attirant, et de voyage vers les étoiles, enfin de découverte de nouveaux mondes. Une autre question dans la salle. Je vois les mains qui se lèvent, mais je ne sais pas où sont les micros. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. On entend beaucoup de CO2 et comment CO2, carbon dioxide, contribue à le chauffement climatique. Mais on n'entend pas beaucoup de méthane, CH4. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est un danger aussi pour nous? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut dire en termes de comment contrôler et les effets aussi sur le chauffement climatique? Sur le méthane, c'est ça votre question? Exactement. Alors, vous avez absolument raison. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre massivement émis par l'humanité, quelque chose comme 38 milliards de tonnes par an, dans les dernières années. Bon, il y a eu Covid, typiquement 38 milliards de tonnes. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre, dont le méthane auquel vous faiaites référence, qui s'appelle aussi le gaz qu'on appelle aussi gaz fossile. Le méthane, c'est celui qu'on extrait, et que, mis dans l'atmosphère, a aussi un effet, une influence sur l'effet de serre, sur la modification de l'équilibre radiatif de la Terre. Et pire, c'est que le méthane, les gaz à effet de serre, le méthane versus le dioxyde de carbone par exemple, n'ont pas le même, comme on dit, pouvoir réchauffant. Ils n'influencent pas de la même façon l'absorption de l'infrarouge, et donc ils n'influencent pas de la même façon le réchauffement climatique. Il se trouve qu'aux échelles de temps de quelques dizaines d'années, le méthane a un pouvoir réchauffant qui est des dizaines de fois supérieur à celui du gaz carbonique. Dit autrement, si vous mettez 1 kg de dioxyde de carbone, et que vous mettez 1 kg de méthane, le kilo de méthane, c'est comme si c'était 30 kg de dioxyde de carbone. Alors pourquoi on s'en préoccupe moins? Parce qu'on en émet moins? On s'en préoccupe moins, sans doute. Alors, en fait, on s'en préoccupe, mais on se focalise sur le CO2 parce qu'après tout, ça permet de fixer les choses. Et que le méthane, c'est aussi un
c'est le gaz fossile, mais non consommé, Ouais. qui fuite, par exemple, dans les tuyaux qui l'amènent. Ça peut être aussi, bien sûr, tout ce qui se passe dans les processus biologiques de décomposition. Il y a du méthane qui est émis dans les rizières ou dans les ruminants qui émettent aussi, ou dans simplement la façon dont on travaille le sol et les émissions qui peuvent provenir des sols. Donc on en parle moins parce que peut-être en quantité, en nombre de tonnes, il est moins important. Pour vous donner une idée, il y a une autre façon de faire cette comptabilité de gaz à effet de serre. Il y a les milliards de tonnes de CO2, bon, ça c'est un point, mais il y a aussi les milliards de tonnes de CO2 équivalent. C'est-à-dire, si ça n'était du CO2, tous les gaz à effet de serre qu'on émet, ça ferait combien de CO2 ? Ouais. Alors pour vous donner la différence, si ma mémoire est bonne, il y a donc 38 milliards de tonnes de CO2. Et si on parle maintenant en CO2 équivalent, c'est-à-dire tout ce qui est émis comme gaz à effet de serre, si ça n'était que du CO2, ça fait combien ? Quelque chose comme 48 milliards de tonnes. Donc en réalité, les émissions de gaz à effet de serre sont bien plus importantes, et là vous avez parfaitement raison. On se focalise moins sur celle-ci, sans doute parce qu'il faut choisir un usual suspect facile à identifier, mais il y a effectivement le CO2. Il y en a d'autres aussi, l'oxyde nitreux et d'autres encore, les CFC, d'autres gaz à effet de serre qui sont émis en quantité bien inférieure mais que le dioxyde de carbone, mais avec un pouvoir réchauffant, comme on dit, qui est plus grand, bien plus grand. Alors, on en reste là. Oui. On me le dit dans l'oreillette. J'allais donner la parole, mais on me dit non, plus de questions. Bah oui, parce que il y a la suite, Ben oui, il y a bien le sûr, il y a programme Jean, aussi. on va pas- Et puis on vous retrouve demain, Roland. Demain, alors j'interviens encore sur une récréation scientifique, cette fois-ci sur un autre élément de physique. Donc ce matin, l'énergie, cet après-midi, l'effet de serre. Et puis demain, ça sera sur la gravité et sur les conséquences que ça a sur l'observation des trous noirs. Voilà, donc ça sera la classe. Voilà, ce sera cet après-midi. Merci. Merci, À vous. Roland, merci beaucoup.